Parlons maintenant des mécanismes hormonaux intervenant dans la régulation du DFG. Ces mécanismes sont représentés essentiellement par un seul système qui est le système rénine-angiotensine-aldostérone. Voici comment ce système marche. Lorsque la pression artérielle est basse, les cellules granulaires de l'appareil juxtaglomérulaire libèrent de la rénine, et ceci par stimulation de ces cellules par trois principales voies. D'abord, par le système nerveux sympathique activé par le réflexe des barorécepteurs. Les nerfs sympathiques activent alors les récepteurs bêta-adrénergiques qui déclenchent la libération de rénine par les cellules granulaires. La seconde voie est représentée par les cellules activées de la macula densa. Rappelons-le, lorsque la pression artérielle diminue, il y a constriction des artérioles afférentes par le système sympathique réduisant alors le DFG. Il y aura ralentissement de l'écoulement du filtrat et diminution donc de la concentration de NaCl détectée par les cellules de la macula densa. Ces cellules stimulent les cellules granulaires pour libérer de la rénine, et ceci grâce à l'ATP et l'adénosine, probablement par l'intermédiaire de mécanismes de rétroaction tubuloglomérulaire, mais aussi par augmentation de la libération de prostaglandines. Enfin, la dernière voie est représentée par la diminution de l'étirement. Lorsque la pression artérielle moyenne diminue, il y a diminution de l'étirement des cellules granulaires, qui agissent comme des mécanorécepteurs qui stimulent donc la libération d'une plus grande quantité de rénine. Sécrétée déclenche le clivage de l'angiotensinogène, qui est une protéine plasmatique formée par le foie. L'angiotensinogène est alors converti en angiotensine 1, qui à son tour est converti en angiotensine 2 de conversion de l'angiotensine, ou ECA, qui se trouve dans l'endothélium capillaire de plusieurs organes, notamment les poumons. Cette angiotensine 2 agit selon 5 ou 6 voies pour stabiliser la pression artérielle. D'abord, elle stimule la libération d'aldostérone produite par le cortex surrénal. Ceci favorise la réabsorption rénale de sodium, et puisque l'eau suit le sodium, elle favorise la réabsorption d'eau aussi. L'angiotensine 2 peut aussi activer directement la réabsorption de sodium. Elle stimule aussi la neurohypophyse à libérer l'ADH qui stimule la réabsorption d'eau par le rein. Elle déclenche la sensation de soif en activant le centre de soif dans l'hypothalamus. Enfin, elle agit en tant que vasoconstricteur, permettant d'augmenter la résistance périphérique. Encore un dernier rôle de l'angiotensine 2 pour réguler le DFG est qu'elle peut aussi causer la contraction des cellules mésangiales, diminuant l'air total disponible pour la filtration. Toutes ces voies permettent donc de rétablir la pression artérielle sanguine. Avant de parler d'autres facteurs influents sur le DFG, je vais rajouter 2 petites remarques à propos de l'angiotensine 2. D'abord, c'est une substance qui, en plus d'avoir une origine systémique et hormonale, peut être produite par le rein localement, permettant donc de renforcer l'action de l'angiotensine 2 systémique. La seconde remarque est que dans la plupart des conditions physiologiques et dans certains cas pathologiques, tels que la sténose de l'artère rénale, l'angiotensine 2, libérée par le rein en tant que vasoconstricteur, agit sur les artérioles glomérulaires, mais de façon plus marquée sur les artérioles efférentes, parce que les artérioles afférentes libèrent des substances chimiques paracrines vasodilatatrices, notamment les prostaglandines, telles que la PGE2 ou la prostacycline, ou PGI2, qui agissent contre l'action de vasoconstriction de l'angiotensine 2. Donc l'angiotensine 2, en augmentant la vasoconstriction des artérioles efférentes, essaye de prévenir la diminution de la pression hydrostatique glomérulaire et le DFG, permettant alors de maintenir une excrétion normale des déchets métaboliques. En même temps, cette vasoconstriction diminue le flux sanguin dans les capillaires péritubulaires et les vasa recta, permettant alors la réabsorption de sodium et d'eau. En cas d'augmentation d'angiotensine 2 par activation du système rénine-angiotensine-aldostérone, l'angiotensine 2 pourra agir cette fois sur l'artériole afférente et efférente pour induire une vasoconstriction qui réduira alors la filtration glomérulaire. Parlons maintenant des autres facteurs influents sur le DFG. Nous avons vu que le rein peut produire un ensemble de substances chimiques qui peuvent agir comme molécules paracrines, c'est-à-dire que leurs effets s'exercent à proximité, notamment l'angiotensine 2 qui joue le rôle de vasoconstricteur et les prostaglandines intrarénales telles que la prostaglandine E2
ou PGE2 et la prostacycline ou PGI2 qui jouent le rôle de vasodilatateurs non seulement au niveau artériolaire mais aussi au niveau des cellules mésangiales glomérulaires. À ces prostaglandines, on peut rajouter aussi la bradykinine qui est aussi un puissant vasodilatateur. Nous avons aussi vu que l'adrénaline et la noradrénaline jouaient le rôle de vasoconstricteurs dans les conditions extrêmes telles qu'une hémorragie sévère. Les catécholamines peuvent aussi avoir le même effet. Le monoxyde d'azote dérivé de l'endothélium peut aussi influer sur le DFG, comme nous l'avons vu tout à l'heure en diminuant la résistance vasculaire par vasodilatation et en augmentant le DFG. Il existe aussi d'autres molécules telles que le facteur natriurétique auriculaire qui est sécrété par l'atrium du cœur et le peptide cérébral natriurétique qui est sécrété par les ventricules. Ces derniers sont sécrétés lorsque le travail cardiaque devient plus intense et que les parois des oreillettes et des ventricules sont étirées. Ces substances permettent alors dans ces conditions une vasodilatation de l'artériole afférente surtout, permettant alors d'augmenter le DFG et donc l'excrétion d'eau et de sodium. Elles peuvent aussi inhiber le système rénine-angiotensine-aldostérone. Enfin, la dopamine, qui est une substance produite essentiellement par le cerveau, mais aussi par le rein, peut, lorsqu'elle est présente en faible dose, influer sur le DFG en induisant une vasodilatation de l'artériole afférente notamment, et les artérioles efférentes permettant d'augmenter le débit sanguin rénal et le DFG. Récapitulons. La filtration glomérulaire représente la première étape de formation de l'urine et elle consiste à former un filtrat dépourvu de protéines et de cellules. Le volume de filtrat formé chaque minute par tous les glomérules des deux reins constitue le débit de filtration glomérulaire. Ce DFG est minutieusement régulé par des mécanismes de régulation intrinsèques représentés par un mécanisme autorégulateur myogène et un mécanisme de rétroaction tubuloglomérulaire et extrinsèques représentés par des mécanismes nerveux ainsi que des mécanismes hormonaux. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux et à la semaine prochaine.